Monsieur et Madame Dierkens, bonjour. C'est un honneur pour moi d'être chez vous. Et juste avant de commencer l'interview, justement, on parlait de psy et de parapsy. Et en fait, vous êtes psy tous les deux. Et qu'est-ce que des psys? Qu'est-ce qui a amené des psys à s'intéresser à la parapsy? Bon, pour moi, c'est simple. J'avais 19-20 ans, j'étais en études de médecine, donc ça se place vers 46. Et j'avais vaguement vu des tables tournantes. J'en ai parlé à un de mes anciens professeurs qui m'a dit « C'est très intéressant, mais tu es trop jeune pour faire ça, pour t'occuper de ça. Prends d'abord ton diplôme de médecine. Après ton diplôme de médecine, fais une spécialité en psychiatrie et alors tu t'occuperas du problème. » Et j'ai trouvé ça très bien, donc j'ai remis ça tout à fait de côté. J'ai terminé mes études de médecine, j'ai fait ma formation de psychiatrie et de psychanalyste. Et alors, l'ayant fait, je me suis dit, bon, maintenant, je peux m'intéresser à cela d'une manière sérieuse. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la parapsychologie et aux aspects de la survie éventuelle et de la prémonition. Mais ça, c'était petit à petit et pas dès le début. C'est un itinéraire étrange, je vous coupe, excusez-moi. C'est un itinéraire étrange de la part d'un psychanalyste, parce qu'en général, un psychanalyste freudien, je suppose, a une vision assez matérialiste des choses. Exactement. Oui. C'était purement matérialiste. Une famille purement athée, et père et mère et frères et tantes et oncles et tout, uniquement, et moi aussi, mais devant des faits qui étaient présentés. Je me souviens dans un livre que j'avais lu en tant qu'adolescent, j'en avais parlé un peu dans ma famille, mais qui était très réticente. Et puis, voilà, je m'étais intéressé aux aspects, donc, strictement parapsychologiques, c'est-à-dire des possibilités de télépathie et de psychocinèse, sans du tout faire appel à des aspects autres, tels que, comme je le disais, la prévision, ou comme l'aspect spirit ou spiritualiste. Cela, c'est venu progressivement à partir des expériences et des rencontres que nous avons faites, que on s'est petit à petit ouvert. Et alors, en fait, mon ouverture à la spiritualité elle-même, c'était dans ma clientèle. Après 58, il y a eu une exposition universelle à Bruxelles, en 58. Il y avait, entre autres, des organismes anglais, et il y avait un organisme anglais qui avait laissé à Bruxelles un petit service de secrétariat, une secrétaire anglaise, qui ne parlait pas le français, et qui était déprimée, seule, et voilà. Moi-même, j'avais été précédemment envoyé pendant un an aux États-Unis à Harvard pour parfaire ma formation de psychiatre. Et donc, elle est venue en traitement chez moi. Je la voyais une fois par mois pour l'écouter et donner éventuellement l'un ou l'autre petit médicament, disons. Et alors, un jour, c'était en septembre, elle est revenue et elle me raconte ce qu'elle a vécu en retournant en Angleterre pendant ses vacances, et qui était une séance spirit. Moi, je l'écoutais, et alors elle m'a regardé et elle dit « Vous ne me croyez pas! Vous ne me croyez pas, je vois que vous ne me croyez pas. » Je dis « Mais je vous écoute. Je vais vous apporter un livre. » Et alors elle m'a apporté un livre, « This is Spiritualism », donc ceci est le spiritualisme de... J'ai oublié le nom, hélas. Je peux le retrouver, mais enfin, voilà, j'ai oublié.
j'ai lu ce livre où il y avait des tas d'expériences relatées, entre autres avec Estelle Roberts, et une autre, et on parlait aussi d'un directeur de revue, et j'ai écrit au directeur de revue, parce que je me suis dit, ou bien c'est vrai, et je ne peux pas passer à côté, ou bien c'est faux, et alors en tant que psychiatre, je dois le savoir. Donc j'ai écrit au directeur, sans du tout faire mention du fait que j'étais psychiatre et tout ça. Je demandais, d'après lui, quelles étaient les meilleures médiums anglaises. Et il m'a donné 2 noms. Bien. J'ai écrit à une d'entre elles, qui était Estelle Roberts, en lui demandant un rendez-vous, et en disant que comme je venais de Belgique, j'aimerais avoir peut-être 2 rendez-vous, enfin pour pouvoir voir plus clair. Mais sans dire autre chose, sans dire quoi que ce soit de moi, ni quoi que ce soit. J'ai donc pris à l'époque, puisque ça passe en 58, donc train, bateau, train et tout ça, pour arriver dans la petite ville de Escher. J'ai été voir cette dame, j'attendais, et alors elle est venue et elle m'a tout de suite donné des choses qui m'ont troublé. Elle m'a dit, mais vous avez une petite sœur, une petite sœur. Attendez, elle s'appelait Elisabeth. Or, j'avais eu une petite sœur quand j'avais 3 ans, qui est morte. Et on l'appelait Lizzie. Mais Lizzie était disons, le diminutif d'Elisabeth, suivant une amie de ma mère. Alors, c'était tout de même quelque chose de très extraordinaire. D'accord. Et puis alors elle m'a aussi dit, et votre père est là? Mon père était décédé quelques années avant, et il me montrait quelque chose. Je disais, un tableau, parce que mon père parfois peignait. Non, c'est un ingénieur. Non, non. Une boîte. Une boîte très importante pour lui. Que ça ne me disait rien du tout. Maintenant, quand je suis rentré en Belgique par après, je n'ai pas parlé de la boîte avec ma mère, qui était une athée convaincue, tout à fait matérialiste. Mais lors du décès de ma mère, j'ai trouvé une boîte que mon père avait sculptée lui-même et qui était son cadeau de fiançailles. Et donc ça reprenait encore plus d'importance. C'est-à-dire qu'entre 58 et 68, de plus en plus, ma conviction était faite. Et puis j'avais été voir un tailleur anglais, non, un tailleur belge qui avait un adjoint anglais, toujours suite à l'exposition universelle. Et alors lui nous a mis en contact, m'a mis en contact avec une dame et un monsieur, et j'ai fait 1 ou 2 séances spirites, mais j'en ai parlé à Christine, qui était psychologue avec qui je travaillais. La future Madame Dierkens. Voilà. Et alors c'est elle qui est venue et on a continué tout cela ensemble d'une manière normale. Enfin, ça c'est pour vous donner juste le tout début, passant de l'aspect matérialiste à l'aspect parapsychologie et spiritualiste. En fait, quand j'ai été nommé à l'ULB, ça devait se passer, je ne sais pas moi, 66, 67 67 67 mon curriculum était très bon, mais il y en a certains qui disaient « Oh, mais
il s'occupe de parapsie, c'est un bizarre spiritualiste, etc. Et un autre, voulant prendre ma défense, a dit « Mais non, pas du tout, c'est en tant que psychiatre. » Et moi-même, j'ai appris cela, et j'ai trouvé que c'était pas juste. Donc j'ai écrit au doyen en disant « Je m'y intéresse, c'est pas simplement en tant que psychiatre, mais c'est parce que j'y trouve des points positifs. » Et j'ai fait écrire un article sur la parapsychologie scientifique dans le bulletin de l'université, disant réellement ce qu'il en était, mais sans l'aspect spirit, parce que je n'en étais pas tout à fait sûr, ni l'aspect de précognition. D'accord. Ça, je ne savais pas. Mais pour tout le reste, je l'avais dit, et comme ça, les choses étaient claires pour moi à l'ULB. J'étais marqué. Ils m'ont tout de même élu. Bon, j'ai tout de même été prof, mais enfin, il y a eu quelques fois en moins. On en reparlera. On va en reparler. Et voilà. Je voulais savoir comment Christine, elle, avait vécu les choses, comment elle était arrivée. C'est un parcours absolument différent. Je vous disais tout à l'heure qu'on était complémentaires. En effet, moi je suis clairvoyante depuis l'enfance. Mes premières voyances dont je me rappelle ont eu lieu quand j'avais 3 ans. Et c'était très clair et enfin, je faisais difficilement la différence entre les vivants et les défunts. Si bien que dans les réunions de famille, j'intervenais en disant pourquoi on ne dit rien à la dame qui est là, pourquoi le monsieur là, on ne lui dit pas bonjour, etc. Mes parents étaient, comme la famille de Jean, athées, absolument non, enfin bon, voilà. Et, mais avec quand même, en tout cas pour ma mère, une ouverture sur la nature, sur les forces de la nature, une interrogation à ce niveau-là. Et je la suspecte d'avoir eu quelques talents aussi, mais cachés et totalement refoulés, parce que ça n'était pas du tout de bonne aloi. Mon père étant chirurgien, c'était aussi un domaine où j'ai très rapidement compris qu'il ne fallait pas s'aventurer. Quand j'étais un peu plus grande et que j'intervenais dans les réunions en disant « et pourquoi le monsieur, la dame, etc. » très vite, papa disait quelle imagination elle a au moment, mais enfin c'est fou. Ou papa disait t'es sûr qu'il n'a pas de fièvre? On va aller coucher ma cocotte. Et voilà. Donc j'ai très vite compris que c'était des sujets où il valait mieux pas insister. Et donc j'ai ravalé tout ça en parlant aux entités que je voyais, en disant il ne faut pas être fâché contre moi. Voilà, et je m'arrangeais comme ça. Puis j'ai mis un peu un couvercle là-dessus, et à l'adolescence, ça a ressurgi d'une manière très forte. Donc là, j'en ai reparlé. Papa a fait des expériences avec moi, où il y a eu des événements intéressants. Bon, je ne sais pas s'il faut détailler, mais enfin bon, disons qu'à cette... On pourra détailler après, peut-être. Enfin, et puis j'ai remis un couvercle dessus, mais j'ai quand même fait la psychologie. À l'université, et puis j'ai travaillé pour Jean à l'hôpital. D'accord, donc la rencontre n'a pas été fortuite en quelque sorte. Fortuite. Et à un moment donné, j'ai vraiment travaillé spécifiquement pour lui en privé. Donc j'étais la psy attitrée pour faire des examens psychologiques pour des patients, pour leur orientation. Et il se fait qu'il m'avait chargé d'un travail particulier, hein, d'analyse des enfants. Je travaille à ce moment-là en pédochirurgie, qui était l'étude d'enfants, angoisse préopératoire et post-opératoire. Et il y a des moments où je me suis trouvée dans l'impossibilité de faire un diagnostic, parce que je voyais des choses. Et je ne pouvais pas en parler. Donc, comment faire un diagnostic sans dire ce que je voyais? Comment arriver à tourner le truc? Donc, à un moment donné, je me suis dévoilée en disant, mais enfin, ce gosse qui dit qu'il voit des entités dans les rideaux et qu'il a peur dans sa chambre, etc., je ne peux pas dire que c'est une angoisse psychotique. Je me suis dévoilée en disant, moi aussi, je vois des trucs dans les rideaux, hein, et des entités, etc., et à ce moment-là, Jean avait cette ouverture, et donc on a pu en parler, et
du coup, on s'est mis à travailler ensemble dans cet axe-là, en se disant, mais c'est une dimension de la psychologie qui est une dimension qui n'est pas du tout abordée, et pourtant qui est un facteur important. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, moi, je référais à moi en me disant, mais tout ce que je ne dois pas dire, et qui fait partie de mon expérience, et qui pourrait enrichir les choses. Et c'est comme ça qu'on a démarré ensemble, en approfondissant et en ouvrant ce champ, je dirais, de l'étude de l'humain. Parce que finalement, pour nous, c'est ça. C'est l'humain qui est intéressant, et si le champ de la perception s'élargit, ben, ma foi, il faut le considérer comme un état. Et ça, c'est une grande ouverture d'esprit, mais justement, est-ce que vous ne vous êtes pas frotté à un monde plus matérialiste, plus fermé, qui vous a mis des barrières dans votre progression de carrière? Ça n'a pas d'importance, hein, il faut aller passer outre. D'ailleurs, Christine n'a pas mentionné, mais après ses études de psychologie, elle a fait toute une formation psychanalytique freudienne. Bon. J'ai jamais parlé de ça, évidemment, à mon psychanalyste. Oui. Donc, une fois encore, ça veut dire que j'ai dû m'installer sur le divan en laissant un morceau de moi au vestiaire. Hein? Mais bon, j'avais suffisamment de matière psychologique à remettre dans les axes pour pouvoir faire un nettoyage qui me permettait d'être une psy équilibrée, en tout cas. C'est une psychanalyse didactique, en fait, je suppose. Une thérapeutique à l'époque. Oui, thérapeutique, mais didactique, les psychologues n'avaient pas accès. Je suis arrivée au moment, moi je fais partie de la première promotion universitaire en psychologie. Donc je suis une des plus, parmi les plus vieilles sur le terrain. Et à ce moment-là, il y avait tout un conflit entre, c'était tout neuf quoi, la formation en psychologie. Et donc les médecins ont commencé à se sentir menacés par cette nouvelle engeance de gens qui bouffaient un peu le territoire et qui faisait que maintenant, s'ils devenaient en plus psychanalystes, qu'est-ce que ça allait donner? Enfin, c'était eux, les psychiatres, psychanalystes. Et donc, on pouvait faire une thérapeutique avec une supervision, mais pas une didactique. D'accord. Ah oui, à ce moment-là, quand j'ai fait vraiment pour la didactique, on m'a répondu écoutez, vous n'allez pas continuer à nous manger notre beefsteak. Donc vous vous êtes trouvé au milieu de plein d'un système très contradictoire où les psychiatres, les psychanalystes ne s'entendent pas et ne veulent pas entendre parler de parapsychologie et de paranormal. C'est mauvaise herbe qu'étaient les psychologues qui débarquaient, c'était la première année de formation. Voilà, et en fait, vous avez profité de ce fouillis mental pour pouvoir vous créer un petit chemin qui vous a permis de travailler. C'est un secret, hein, parce que en ce qui me concerne, comme c'était tout neuf la psychologie et qu'il fallait trouver à gagner sa vie, il n'était pas question que je commence à dire que je voyais des trucs, sinon je valsais à l'asile des pauvres, hein, ça c'est pas de problème. Je me doute. Oui. Donc, et en plus, quand je suis devenue la femme de Jean Dirkens, qui était quand même un éminent psychiatre, prof du NIF, j'allais pas dire que dans mes consultations, moi, la femme de Dirkens, je voyais des trucs. Donc, c'est vraiment tout à fait en fin de carrière, et suite à un patient psychologue lui-même, que j'ai ouvert la chose. Enfin, je peux raconter cet épisode ou ne pas le raconter. D'accord. Mais pour vous, le fait d'avoir suivi un cursus classique ne posait pas de problème intérieur en étudiant des philosophes, des psychiatres, des psychanalystes qui sont purement matérialistes, avec vos conceptions de spiritualistes. Il n'y a pas eu de frottement, de friction à l'intérieur de vous qui ont fait que vous avez rejeté l'un, rejeté l'autre, privilégié l'un ou l'autre? Ça oblige à un travail interne de confrontation avec les idées. Oui. Mais enfin, ça c'est un peu ce qu'on apprend à faire quand on fait l'UNIF. Hein. C'est une espèce d'ascèse mentale, intellectuelle, où on est chaque fois confronté à des théories, il faut analyser, voir. Non, moi ça ne m'a pas vraiment... Oui, ça a créé des doutes, hein, des moments de doute importants. Mais bon, j'avais quand même... ou bien je me mettais dans la zone des toqués timbrés, ou bien je disais, mais je vois ça. Et enfin, tout ce que j'ai pu expérimenter dans le livre, là, notre livre en parapsychologie, tout ce qui réfère à médium, nous étions avec un médium, etc., c'était chaque fois moi. Et donc il y a des tas de vérifications qui étaient faites, donc je me rendais compte chaque fois que je n'étais pas
à côté de la plaque, quoi. D'accord. On peut toujours être à côté de la Bien plaque, sûr, j'ai sûrement bien sûr. été à certains moments, mais voilà. Bien sûr. Alors, si vous voulez bien, on bifurque un petit instant de paranormal pour aborder le côté pathologie. Parce qu'on dit, il y a des gens qui prétendent avoir des visions, entendre des voix. Est-ce qu'ils ont accès à un autre univers? Ou alors, est-ce que c'est de la pathologie? Ou alors, est-ce qu'il y a des deux? La valeur du psychiatre et du psychanalyste ou de la psychologue, c'est de parvenir à faire la différence entre ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a en effet des hallucinations et en effet des aspects purement psychiatriques et liés à de la pathologie. Et à l'autre bout, il y a au contraire les voyances justes. Et entre les deux, il y a parfois une sorte de mélange. Et donc, il faut faire le tri. C'est ça l'intérêt, hein, c'est le diagnostic différentiel. Et à mon avis, cette possibilité qu'on avait à deux de voir à la fois l'aspect psychologique, prenons un cas quand même épais, je vais dire, quelqu'un qui est, qu'on va pouvoir décrire comme paranoïaque, qui vient avec des idées paranoïaques en disant on me regarde, on me suit, oui, on me suit, quelqu'un me regarde tout ce que je fais, c'est infernal, etc. Au bout d'un moment, on se rend compte si la personne est délirante et est dans un délire paranoïaque. Mais vous savez très bien qu'il y a des gens aussi qui peuvent être persécutés par une entité. Aussi. Hein? Voilà, aussi. Et ça, le fait qu'on soit en équipe et que je puisse tourner ma petite roulette et voir s'il y avait une entité derrière, ça aide quand même. Ça. Et c'est dommage qu'on ne donne pas, qu'on n'ouvre pas l'information à cette possibilité de vision pour ceux qui en ont la possibilité, parce que ça permettrait quand même d'élargir le champ diagnostique. C'est vrai, probablement dans les asiles, des tas de gens possédés ou mal accompagnés d'entités qui les parasitent. Et qui sont là avec un diagnostic de psychotique et du halopéridol. Ils sont abrutis. D'accord. Mais la pathologie pourrait peut-être se servir justement de ce genre de choses pour dire vous voyez bien que j'avais raison de dire que. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est difficile de faire le discernement. C'est très difficile. C'est justement pour ça qu'il serait bon de pouvoir parler de cette ouverture à un autre champ, de ces gens qui ont la possibilité d'avoir une ouverture à un autre espace, à une autre texture, disons, quelque chose de subtil, enfin peu importe le mot qu'on emploie, et qui pourrait enrichir très fort la connaissance de l'humain et la connaissance de l'environnement de l'humain. Hein, on en est aux nano-mesures, on en est à la physique quantique, on pourrait quand même essayer de voir s'il n'y a pas d'autres manière de toucher l'humain, enfin s'il n'y a pas une relation entre l'humain et cet autre monde. Oui, donc en quelque sorte le fou entre guillemets pourrait être celui qui ouvrirait à un univers plus vaste que celui auquel nous avons accès. Pourquoi pas. Et fou à ce moment-là prend un tout autre sens. Un tout autre sens, bien sûr. Vous avez continué à faire des tas de recherches et vous avez rencontré des gens passionnants. Et passionnés. Et passionnés. Alors qui par exemple? Bon, ça c'est difficile à dire. Je n'aime pas faire des choix là-dedans. Alors, des gens qui nous ont marqués, par exemple. Il y a toi. C'est fort gentil. Mais, enfin, toutes ces rencontres qu'on a faites. Hasted, par exemple, le physicien. Moi, je prends les gens comme ça émotionnellement qui m'ont fasciné. Hein, un type comme Hasted, qui est ce physicien de l'université, l'université anglaise. Oui. Bref, voilà, qui s'est intéressé à le phénomène de psychokinèse chez les enfants. Il s'est rendu compte que les enfants avaient des talents en psychokinèse beaucoup plus grands que les adultes, et d'une manière spontanée.
sans avoir besoin, comme certains, de se concentrer, de faire un tas d'effets parallèles, mais simplement en jouant. Il produisait des phénomènes. Et donc, il a fait, je ne sais pas si vous avez connaissance, il a mis des enfants avec des barres de fer, hein, comme on fait, de métal, et puis ces enfants jouaient avec ça, et ça se tournicotait dans tous les sens. Finalement, au bout d'un temps d'expérience, il laissait des enfants avec des longues barres, mais vraiment longues, hein, quelques mètres, et il leur disait, faites des sculptures avec ça. C'était absolument des barres qu'on ne pouvait pas plier. Mais amusez-vous et faites des sculptures comme vous faisiez avec les petites barres. Et puis quand il revenait, il y avait, tu te rappelles, c'était incroyable, quoi. Des trucs en métal, enfin vraiment des formes. Tordues, complètement tordues, et que les enfants appelaient leurs sculptures. D'accord. Ils avaient fait des grands machins bleus. Donc c'est l'effet Geller, mais... Oui, sur longue barre. Et puis on l'a rencontré, on l'a rencontré à un congrès, et on était ensemble un jour dans l'ascenseur, tu te rappelles? Moi, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'était le physicien et c'était dans le cadre d'études physiques, psychokinèse, mesure, etc. Puis dans l'ascenseur, hein, comme dans un ascenseur, tout le monde, on regarde la lumière en l'air par terre, on ne se dit rien, et puis Haste dit, Dirkens, je voudrais vous dire quelque chose. Vous croyez à la dématérialisation, rematérialisation? Surprise, le physicien qui... Ben, écoutez, on n'a pas l'expérience, on ne sait pas. Ah, parce que moi, j'ai observé dans mon bureau, j'ai une statue, ça s'appelle une petite statue orientale, un Bouddha ou un truc du genre. Et parfois, elle disparaît. Et je la retrouve dans mon laboratoire. Et puis après, elle revient dans mon bureau. Et je vous assure, il n'y a personne qui peut l'avoir transportée parce qu'il n'y a que moi qui vais dans mon laboratoire. Et bien, moi, ça sont des choses... cette espèce d'univers où les barres, où des enfants transforment des barres en sculptures et où ces statues se dématérialisaient, je me disais, voilà un physicien qui s'intéresse à quelque chose de différent et qui existe. D'accord. Et Uri Geller, vous l'avez rencontré? Oui. Rencontré Uri Geller, non, on l'a vu. D'accord. Non, pas rencontré. Par contre, moi j'ai souvenir d'avoir vu des tas de fourchettes qui ont été tordues par monsieur et madame Dirkens. C'est assez impressionnant. Oui, je te les ai montrées. Oui, j'ai des photos. Et comment pratiquer ce genre de choses? Très bien. Je raconte avec mon enthousiasme, tu fais raconter. Mais oui, ma chérie. Allez. Eh bien, c'était un congrès en Amérique et il y avait workshop in the evening. Donc la soirée était consacrée à un workshop psychokinèse. Donc youpi, on y va. On était toute une série de congressistes. C'était un congrès rien que physiciens, psychologues et médecins. Et donc, qui n'avait rien de parapsychologique. Ah, qui était tout à fait possible. J'ai même avec parlé. Rima. Mais oui, tu as même parlé. Oui. La salle était debout. Oui. Standing ovation pour ses recherches. Bref, donc on va au workshop et il y a un type, l'animateur du workshop, qui arrive avec une valise de couverts, de toutes sortes, en argent, pas en argent, et voilà, qui l'ouvre et comme tous les Américains, il commence « Hello, comment allez-vous ? Moi je m'appelle un tel et figurez-vous, j'ai une femme et des enfants » et il se met à montrer, comme les trois quarts des Américains, aussi cultivés soient-ils, sa famille, ses vacances, etc. Tout le monde se dit ça commence à bien faire, la salle commence un peu à s'agiter. Et pendant ce temps-là, le type met son pied sur les couverts, clonk, clonk. Il avait renversé la boîte par terre. Renverse la boîte, le bruit. Et on se dit, mais quand est-ce qu'on commence quoi, son atelier, on discute. Enfin, bon, ça s'agite. Et il continue, et on devient mais de plus en plus nerveux, parce que ça commence à bien faire. À 9h30, rien. Et oui, et c'est toute une technique, hein, de faire monter, je fais court, donc il a fait monter la tension avec ces trucs agaçants, de raconter sa vie, de piétiner les couverts, de renverser, de faire du bruit, de ne jamais commencer. Et puis à un moment, il dit, et maintenant je vais vous dire comment on fait. On prend les couverts et vous choisissez. Avec les grosses louches, c'est très difficile. Les cuillères, c'est plus difficile parce qu'il y a un creux dedans. Et donc, il y a une autre loi physique qui s'applique. Vous choisissez un couvert et vous caressez. Et au moment où je dis «
bind, donc Bend. pli, bend, pli. Vous y allez et voilà, et ça va plier. Donc on était tous dans un état d'excitation. Allez, on y va, et moi je prends ça, et qu'est-ce que tu prends et tout. Et voilà, ah non, il fallait d'abord tendre le bras et fixer le pouce. Et donc mettre toute son énergie dans le bras et le pouce, et puis alors le type criait bend, bend, et mais les couverts devenaient comme du macaroni cuit. Comme des macaronis cuits, et on pouvait faire des petits nœuds tournicotés, mais il faut quelques secondes. Hein. Et puis ça redevenait tout dur. C'est parfois plus que quelques secondes. Oui, allez, mais pas longtemps quand même. Hein. Pas longtemps, mais quand Que même. tu dirais 30 secondes? Oh, beaucoup plus. Plus que Ah ça? oui. 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 Enfin, ça paraît très court, hein, parce qu'on voudrait faire des nœuds, des choses jolies et tout. On pourrait faire une vraie sculpture. Voilà. Voilà. Et on a pu reproduire ça, et au plus le temps avançait, au plus on déchargeait cette tension, au moins on arrivait. Mais il y en a qui, dans ce crescendo, sont parvenus à plier une louche, une amie américaine, plier une louche, plier des cuillères. Et d'ailleurs, pour cette pauvre fille, elle avait ouvert un canal. Elle travaillait à l'époque en psychiatrie dans un hôpital italien. Et elle ne savait plus arrêter ce mécanisme. Je pense que c'était elle était aux États-Unis, et il est venu en Italie pour un voyage, et c'est là où elle a constaté d'une manière désagréable, elle était en train, elle était à table pour manger, et pouf, les fourchettes et les choses ont commencé à... Elle ne savait plus coudre, les aiguilles se tournicotaient. Elle s'est mise à avoir peur en se disant, moi je rencontre des gens qui ont une barre, qui ont des pièces métalliques dans les membres, une broche ou l'autre, si j'entraîne. Et alors elle est revenue chez nous pour en parler avec nous et voir comment faire, comment désamorcer ce truc-là. Et ça s'est désamorcé Ça s'est désamorcé. par un exercice particulier ou... Je ne me rappelle plus trop, hein. On a parlé avec elle. Elle habitait près de Chicago, je pense. Dans le nord des On a États-Unis. revu quelques années assez régulièrement. Et, oui. Mais donc, il y avait eu une ouverture. C'était une fille qui pratiquait l'art-thérapie et qui était très mobile, très souple, dansait. Elle travaillait tant la peinture que le mouvement. Et je pense qu'elle avait déjà une ouverture en tant qu'artiste, et on avait ouvert un canal énergétique qu'elle mobilisait par ses techniques de yoga, de danse, etc. Et voilà. D'accord. Et vous avez aussi connu beaucoup de médiums, je suppose. Oui, ça c'est évident. Puisque chaque fois qu'on allait en Angleterre, à ces congrès, on rencontrait des tas de médiums, lesquels me frappaient le plus. Moi, il y a Gordon Higginson, il y a Aileen Roberts. Aileen Roberts, remarquable. Remarquable. Il y a pas Queenie Nixon, mais il y a une autre. Ah oui, la dessinatrice. Oui. Coral Coral Paul. Fantastique, fantastique. Oui, on l'a vu, elle venait Elle est venue à la maison. à Bruxelles et puis aussi à Lille. Oui. Oui. Mais on l'a eu en privé à la maison aussi, avec un petit groupe d'amis. Oui. Remarquable. Et tous ces médiums, est-ce qu'ils rejoignaient les premiers intérêts de Jean Dierkens, qui était de faire tourner les tables? Est-ce qu'ils faisaient tourner les tables, ces médiums? Parce qu'au début, Jean Dierkens s'est intéressé à tous ces sujets parce qu'il était passionné par les tables tournantes. Non, on n'était pas passionné. Non. C'était un moyen. Les tables, on les a tournées ensemble. C'était un moyen. C'était ce qui nous était donné à ce moment-là par ce tailleur, qui était un tailleur avec un assistant anglais. Et ce tailleur nous a révélé qu'il était un guérisseur. Et il occupait un magasin dans le quartier chic à Bruxelles, l'avenue Louise, et il ne vendait que des tissus anglais. Et il nous a dit qu'il était guérisseur. Et son magasin avait un succès fou. Il disait, mais écoutez, j'ajuste les costumes et ça ne va pas de ce côté-là. Donc, Sans rien dire aux personnes, il imposait les mains et il disait, écoutez, il y a là comme un défaut, il faudrait que je vous revoie une fois pour l'essayage. On va faire un deuxième essayage. Et les gens
lui faisait une pub terrible en disant quand on va chez ce tailleur, on se sent, les costumes sont en forme et on est en forme, c'est un type charmant. Et voilà. Donc c'était pas le tailleur de Fernand Reynaud, donc. Non, absolument pas. Il n'y avait pas comme un défaut. Oui, il réparait tout. Et donc voilà, c'est lui qui nous avait parlé des tables tournantes. Et non, nous, on n'est jamais parvenu, on a essayé à deux. Ah oui. À deux, non. Mais avec une autre vieille dame, oui, et à 2 fois, le pied de la table s'est cassé en spiroïde. Elle est là, ce Il y en a petit guéridon là-bas. D'accord. La table, c'est le plateau. Donc c'est une fracture en spiroïde. Et le plateau est Non, parti. non, ça c'est une autre table. Une autre table, celle-là. Celle-ci, c'est simplement la spiroïde, et l'autre table, c'était le plateau Le qui s'est plateau qui est détaché. parti à travers la pièce. D'accord, oui, moi j'ai vu des gens se promener assis sur une chaise, avec la chaise qui se promenait toute seule, avec la personne assise dessus, qui disait arrêtez de me tirer, arrêtez de me pousser. En fait, c'était le phénomène. Est-ce que c'est pas le même phénomène que la même énergie que celle qui plie les fourchettes? Ah oui, je pense. C'est possible. Du même ordre. Sauf si, moi oui, je ne sais pas, il y a aussi un diagnostic différentiel à faire entre cette énergie physique de la psychokinèse qui est exsudée, je vais dire, par la personne, Par la personne. hein, ou alors des entités qui agissent sur la matière. Et donc ça, c'est le meuble qui craque, ou le meuble qui avance tout seul, ou l'objet qui est balancé d'une étagère. Et ça, c'est l'effet d'une entité. C'est très difficile à dire. Oui, c'est un diagnostic différentiel à faire. Oui, parce qu'il faut bien qu'ils servent d'une force physique quand même pour agir. Donc, Je me souviens, il y a quelques années, 3 ans peut-être, j'étais assis à mon bureau et je vois sur Internet, au courriel, qu'il y a une amie qui est décédée aux États-Unis. C'était une amie qui nous avait fait une confidence, elle avait un cancer, elle allait mourir et on avait parlé de la survie et de la spiritualité. Et comme elle était, je venais d'apprendre qu'elle était décédée, je me suis concentré sur elle, lui envoyer de bonnes pensées, allumer une bougie, enfin, là-bas. Donc, vous voyez où je suis, au milieu. Bon. Et puis, je m'étais dit, je vais aller maintenant, je vais prendre une petite jatte de café, une petite tasse de café, parce que tout de même, ça me fait demander. Je me lève, et à ce moment-là, une boîte, elle est de l'autre côté, mais qui se trouvait là où il y a maintenant des tas de livres à plat. d'accord. À l'époque, il n'y avait pas tous ces livres à plat. D'accord. Donc c'était il y a plus que 4 ans. La boîte était là, et c'est une boîte où il y avait des encens qu'elle nous avait donnés. Et en me levant, et en voulant donc aller par là, j'avais à peine fait peut-être un pas ou pas même, que la boîte a été lancée sur le sol. Diagnostic différentiel, Oui. ça peut Donc, être ton énergie. Est-ce que c'est mon énergie, oui. ou bien est-ce que c'est l'énergie d'elle, ou bien est-ce que c'est Utilisant l'énergie de les gens deux pour ensemble. Oui. C'est pour ça que je donnais cet exemple, Bien parce que sûr. c'est à la fois un moment précis pour moi, un moment peut-être pour elle aussi. Pour elle aussi, Et mais lié. voilà. Autre chose est, pendant une séance de table, un livre sort de la bibliothèque. Et la table dit, c'est pour Christine. Regarde, etc. Et quand on remet une lumière plus tonique dans la pièce, on regarde, on voit qu'en effet un livre est sorti, et ce livre s'appelle Coïncidence. Je n'ai jamais pu éclairer. Ça m'a terriblement impressionné, parce que ce que j'avais vu, c'était l'image d'une femme. Je décrivais, donc, puisque je vous voyais si facilement, je décrivais la personne que je voyais avant que le livre ne sorte, et qui était une femme avec un collier de perles, etc. Avec un collier de perles. Avec un collier de perles, et je la décris, blonde, des cheveux comme ça. Et le livre sort, Coïncidence, et j'ouvre le livre,
puisque c'était pour moi, et déjà le nom m'impressionnait, et je tombe sur la dame que j'avais vue, quoi, avec le collier de perles et la robe, et le drame était que sa fille mourait, qui portait le même nom que ma fille. D'accord. Donc voilà, je suis mal à l'aise, je vais vite toucher du bois parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça date d'il y a 50 ans. Presque. Ah oui. Et je ne sais pas. Je n'ai toujours pas compris. Ça me fait penser à cette demoiselle qu'on a rencontrée qui était amoureuse à la puberté et des cailloux traversaient les carreaux sans les casser et les cailloux, on en a un à la maison, étaient en forme de cœur. C'est très étrange. Que le caillou traverse déjà, c'est extraordinaire, mais quelle intelligence peut les trouver un caillou qui a une forme de cœur par pur hasard, mais... Si on veut jouer, ou être vraiment scientifique, il faut dire qui a été témoin du passage des cailloux. La mère et la fille. Oui, bon, donc ça, c'est peut-être pas un bon témoignage. Ah non, c'est pas un bon témoignage. Oui. Qui était l'amoureux? Mais oui, si on veut jouer les scientifiques réguliers, qui était l'amoureux? Tout ça, j'ai des documents à la maison. Mais bon, c'est vrai que c'est un témoignage humain de quelqu'un qui raconte son histoire, complètement affolé parce que c'était lié à plein d'autres événements. Il y avait de l'eau qui leur tombait dessus la nuit pendant qu'elle dormait. Enfin, des choses complètement délirantes. Et puis en plus, elle voulait pas que ça se sache parce qu'elle voulait pas non plus passer pour des dingues. Donc, ça reste un élément. Mais j'ai toujours le caillou en forme de cœur et pour moi, je regarde régulièrement. Je dis, c'est étrange. Et vous avez donc, je suppose que pour Christine, c'est pas un problème. La survie après la mort est une évidence. Et pour Jean? C'est évident aussi. C'est évident aussi. C'est peut-être pas toujours évident quand on approche un peu de la mort, parce qu'à ce moment-là, on se dit, est-ce que ce n'est pas une pensée wishful thinking, une pensée de désir, hein, que quelque chose se maintient. Mais non, je pense que c'est clair. Il y a une survie partiellement personnelle, et puis on ne sait pas. Peut-être que la personne va dans un autre espace, à un autre niveau, comme certaines entités nous ont raconté. Et alors là, on perd partiellement son identité. Est-ce qu'on devient un guide? Bon, c'est possible que ça se fasse. Mais quelle personnalité a-t-on post-mortem? Pas tout juste. Tout juste après la mort, ça, c'est très fort lié à ce que nous sommes. Oui, l'ego est toujours là, en somme. Oui. Et il y a de la mémoire qui est tombée, mais enfin, c'est tout de même toujours là. Mais après cela, est-ce que ce qui a été vécu avant, si on parle de réincarnation, intervient ou n'intervient pas pour donner quelque chose qui dépasse la personnalité d'aujourd'hui, ici, maintenant? D'où le problème aussi, qu'est-ce qui, dans notre personnalité d'ici maintenant, représente ce qui aurait été incarné il y a un certain temps. Là, c'est certainement pas le moi, puisque le moi c'est quelque chose de diffus, le moi. Mais donc, qu'est-ce qui reste? Moi, je ne sais pas, mais ça va plus loin. Hein, c'est aussi le transgénérationnel qui existe en psychologie. Oui. Hein, mais alors, un transgénérationnel qui va beaucoup plus loin, parce que la réincarnation semble se faire dans une lignée. C'est-à-dire que on ne va pas passer d'une lignée à l'autre. On se réincarne dans une lignée. Dans la famille, en somme, quelque part. Oui, oui, une lignée, oui. Semble-t-il. Semble-t-il. Qu'est-ce qui vous, sur quoi vous vous appuyez pour dire ça? Sur des informations reçues. Oui. Et oui, sur le fait qu'on ne trouve
C'est surtout sur les informations reçues, disons. Le reste, c'est ma cogitation, où je chercherai, je dirais, dans des milieux totalement différents, quelqu'un qui émerge du milieu comme une entité tout à fait différente, et qui ferait l'expérience volontaire de s'incarner dans un milieu complètement différent pour essayer de faire monter ce niveau-là, quelque chose de ce genre. Parce qu'il y a une espèce d'entraide qui peut jouer aussi, hein, comme elle joue ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous avez une vision de la réincarnation, je dirais, matérialiste, c'est-à-dire en fait on va de corps en corps, ou alors on s'épure. Je pense plus qu'on s'épure. Il y a encore des tas de problèmes, parce que quand on songe au nombre d'habitants maintenant par rapport aux habitants, la totalité qui existait avant, il y a plus de gens qui vivent maintenant, au XXe ou XXIe siècle, que la somme de toutes les personnes qui ont vécu depuis l'origine jusqu'au XIXe. Oui. Donc, là, alors, d'où viennent ces âmes nouvelles? Qu'est-ce qu'une âme nouvelle? Qu'est-ce qu'une âme nouvelle par rapport à une âme incarnée? Est-ce qu'il faut songer à des incarnations antérieures, animales? On n'en sait rien. Oui, comme une sorte d'évolution qui se ferait aussi de la plante à l'humain de manière assez linéaire en fait. Oui, et d'autre part, on peut se demander, est-ce que certains animaux dits domestiques, chats ou chiens, ne sont parfois pas des réincarnations d'entités humaines qui viennent aider? C'est chien On sait d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai le sentiment d'habiter chez mes chats en fait. D'accord. On ne sait pas. Oui. C'est très difficile. Il faudra Il vous faut tout de envoyer même pas. la vidéo sur le chat. Oui. Et là, on se dit, c'est pas Une petite possible. vidéo sur les chats. Oui, sur un chat qui est sauvé par un toxicomane et qui sauve ce toxicomane, qui est vraiment l'accompagne, mais partout. C'est pas possible pour un chat, ce genre de choses. Oui, on dit toujours qu'il y a une spiritualité animale, donc qui pourrait être liée à la spiritualité humaine, ou à la spiritualité en général. En fait. Oui, bien sûr. Et donc, Dans une perspective très chamanique, finalement. Oui, oui. Et cette idée de la réincarnation où on paye les fautes qu'on a commises dans des vies antérieures, avec une loi de rétribution très... je n'aime pas cette notion de... Nous n'appartenons pas à la payer les culture fautes. du péché originel. Oui. Non. Justement, moi j'ai lu pas mal de bouquins sur la réincarnation. La réincarnation telle qu'elle a été vue par les Français était très, très comme ça. On fait une bêtise, on la paye. Chez les Anglo-Saxons, c'est plutôt on fait une expérience, on en prend conscience. La vision est totalement différente. Oui, c'est plus notre vision. Oui. Oui. On a fait Des obstacles. une maladresse, une histoire. Disons, si on fait un dessin et que ce dessin est moche, on le déchire et on en prend un autre. Bon, ben voilà. Si on a fait une erreur d'harmonisation dans une vie, eh bien peut-être bien que dans une autre vie, il faudra essayer de faire en sorte que l'harmonisation puisse se faire. Si on a raté sa Par cinquième, exemple. on la double. Voilà. Donc, voilà. Et c'est sans fin en fait. Pratiquement, mais qu'est-ce que le temps devenant circulaire Oui, et oui. non plus linéaire, On ne sait pas. on ne sait pas. Oui. On ne Le sait pas temps, ce que c'est. Justement, le temps. Alors, il y avait la théorie qui avait été mise de l'homme superlumineux du docteur Dutheil, où après la mort, on part dans un univers superlumineux où il n'y a plus de temps. Donc, en fait, si l'au-delà est 100 ans, 100 ans, pas 100 siècles, 100 ans, est-ce que la réincarnation pourrait ne pas se faire dans un futur, en fait, ou dans un passé, après avoir vécu dans un présent, enfin, par rapport à notre vision actuelle des choses. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est intéressant. Évidemment, C'est une spéculation intellectuelle. Ah oui, oui, c'est qui gai. part dans tous les sens, mais c'est Ouais, Non. ouais. moi je n'oserais pas entrer dans cette discussion-là parce que je ne vois pas comment ni pourquoi, à partir de quoi je pourrais baser ma pensée. À partir d'expérience, par exemple, vous avez peut-être déjà pratiqué des régressions dans les vies antérieures. De régression. Ah, On a fait avec, Oui, oui. je ne sais plus comment il s'appelle, un Américain
que j'avais invité et dont le nom m'échappe. Et dont le livre se trouve au premier Au étage. premier. Stevenson. Non, non, non. Le gars qui a écrit Moody, c'est vie antérieure, hein, expérience de vie antérieure. Et lui a fait des régressions chez les gens pour voir les vies futures. Oui. Hein, donc, et les événements futurs. La construction de la mémoire, en fait. Ah, un Américain a fait ça. Ouais. D'accord. J'avais entendu parler de Rochas en France qui avait expérimenté ça dans 1910. On pourra te donner les références. Oui. Et c'est avec lui qu'on a fait des régressions. C'était intéressant. Voilà. Mais bon. Vous n'avez rien tiré de Moi, j'avais spécifique. vu des choses me concernant, hein, et des choses Oui, mais- concernant Jean. Ça coïncidait? Mais ça coïncide, comment veux-tu dire, des incarnations antérieures. Hein? Tu as le sentiment vraiment profond d'avoir vécu la chose que tu vois ou que tu découvres. Oui. Mais bon, voilà, C'est très difficile. c'est très difficile. Oui, c'est impressionnant, j'en ai fait moi personnellement et ça reste très présent dans la mémoire, comme quelque chose de vécu. Alors que c'est non vécu, c'est imaginé. Mais pour moi, la réincarnation, c'est plus quand on va dans certains lieux, qu'on les reconnaît. Par exemple, en Angleterre, quand on allait dans ces congrès, dans ce Frobel College, là-bas en Angleterre, la première fois qu'on est arrivé, Jean a un feeling avec l'Angleterre, il est un Anglais déguisé en... Il n'a pas son kilt aujourd'hui, mais enfin, voilà. Et donc, quand on est arrivé là-bas, il a dit, mais je suis venu ici, mon bureau était là, etc. Il reconnaissait l'ensemble du truc. Tu as eu là-bas un guide, on lui a donné... Non, c'était à la table. À la table, une entité est venue en disant, je m'appelle Jeffrey, et je viens pour t'accompagner, etc. D'où Jean, au sortir de la séance, dictionnaire, cherchons si ça existe, Jeffrey, puisqu'il avait vraiment bien donné son nom. En effet, ça existe. Et en effet, il existe, il avait donné des détails, un avocat anglais, je ne sais plus, de 1800. Et Il avait dirigé une revue. Oui, il avait dirigé une revue, etc. Donc on est parti un jour en Angleterre, c'est marqué dans le bouquin, et là, on est allé dans... Parce qu'on était dans la même ville Oui. que Jeffrey avait vécu. Oui. Or, dans sa ville, et on savait qu'il y avait un portrait de lui dans un musée. Donc on est parti dans le musée, et moi, antenne dressée, cheminant, voilà la salle où il doit être, et je vois la salle, à côté de la porte, son portrait est là. Je me tourne, un paysage. Caramba, c'était raté, mais je ne démordais pas, il était là, son portrait était là, parce que ma vision était très claire. Donc, on dit, pas de problème, on va demander au gardien de salle... De voir oui, le tableau. en disant, nous voudrions voir le portrait de monsieur Jeffrey. Et bon, il nous emmène dans la réserve et on tire les trucs et on voit le portrait de Jeffrey en photographie. On ramène la photographie et alors on demande au type, est-ce qu'il n'était pas dans cette salle-ci, ce portrait? Oh si, il était là, mais pour l'instant il y a une exposition de machin, etc. Oui. Voilà. La vision était bonne. La vision était bonne, ce qui me rassurait beaucoup, mais donc ce Jeffrey... Présent. Oui, tout à fait. Ce Jeffrey a donc existé, il est venu, il a donné son nom, ce qui est quand même des choses qui ne sont pas tellement fréquentes. Bien sûr. Et quel était le lien entre Jeffrey et Jean Derkens? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et avez-vous participé à des expériences de médiumnité à incorporation? Oui, là, en Angleterre. En Angleterre, oui, mais pas nous. Ah, nous, on n'a pas fait d'incorporation, nous. Non, pas vous, Mais vous oui, avez oui, assisté. bien sûr, Oui. bien sûr. Oui. Tu as cité Higginson, qui était un médium extraordinaire, un homme qui se mettait en transe. Et donc en Angleterre, ils font une grande différence entre ce qu'ils appellent psychic et medium. Les psychics, ce sont tous les gens qui voient horizontalement, si vous voulez. Je vois votre grand-mère, je Les vois parapsychologues. votre tante, enfin, bon, voilà, ces choses-là, tout dans l'horizontal, lié à l'humain. Medium, c'est ceux qui sont connectés plus haut et qui ont
une éducation, un enseignement qui est donné par une entité spirituelle élevée. Ça, c'est les médiums. D'accord. Tandis qu'en France, en Belgique, On ne fait pas la on distinction. ne fait pas la distinction. Médium, c'est n'importe quoi. Tout phénomène télépathique ou autre, c'est médium. Et donc, Higginson était un médium, et lui se mettait en transe totale, donc, absent, et il donnait en voix directe l'enseignement qu'il recevait. Donc c'était pas un truc appris, rien du tout, et alors impressionnant comme tout, il marchait sur la scène, mais les scènes s'étaient élevées avec des escaliers, et il marchait là au bord, il tournait autour de la table, les yeux fermés, voyageant comme ça, parfois avec des voix différentes, parfois la même voix. Ah oui, ils ont des médiums, mais vraiment, ce qu'on a vu comme médium, Oui. incroyable. Et Et c'est Lynn ça. Roberts aussi, incorporation, son guide était un guide chinois. Eh bien, elle se devenait toute resserrée sur elle-même, avec une voix, une nervosité, mais elle était partie, quoi. Ce sont des médiums qui sont en transe complète. D'accord. On vous a parlé de transfiguration. La transfiguration tout à Oui, l'heure, oui. en transe complète. Il fallait la réveiller. Le dernier, parce que la consigne, c'était si vous êtes le dernier client, vous préparez une tasse de thé, la cuisine est là, etc. Et vous lui dites doucement son thé est servi, et alors elle va remonter petit à petit. Ne lui parlez pas, elle boira le thé, et puis elle... D'accord. Mais cette transfiguration n'était pas totale, c'est-à-dire que son visage se transformait un peu, mais enfin ça ne devenait pas le monsieur moustachu, quoi. D'accord. Mais c'était la question, c'était dans quelle mesure il y a des grimaces, ou... Enfin, peut-être que parfois, c'est aussi, ça ne marche pas toujours avec la même quantité d'ectoplasme. Et donc, il y a plus ou moins d'effets. Vous n'avez pas connu les Steve Flint? C'était en fait celui qui a initié le groupe de Skull. Non. Et lui, sur les photos, on voit très, très nettement, de manière ectoplasmique, mais on arrive à les photographier, des espèces de cordes vocales qui se forment, qui vibrent dans l'air, et qui permettaient la manifestation des sons juste au-dessus du médium, même pas dans la voix du médium. Donc il a initié Robin Foy, je crois, à ses recherches, et Robin Foy a continué ça avec le fameux groupe de Skull où vous l'avez fréquenté. Oui, à Libramont. On l'a rencontré. C'était pas Libramont, c'était Oufalise, Oufalise, oui. au cours d'un célèbre congrès. Congrès d'Oufalise, où on a eu l'occasion de bavarder avec eux. Et ils ont bien raison de garder ça fermé Oui. et de ne pas introduire d'autres personnes, parce que ça bouleverserait tous les grégores qui sont parvenus Bien à sûr, construire, bien et qui est tellement intéressant. Donc, à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez beaucoup plus gravité dans les pays anglo-saxons que dans la vieille France et la Belgique. C'est pour des raisons culturelles ou alors la recherche est nulle dans nos régions? Je sais que c'est assez nul dans nos régions. Enfin, on n'a jamais rencontré de gens transcendants dans la région comme on a pu les rencontrer. Puis on a été orienté avec la recherche de gens. Tout de suite, il a eu affaire à Estelle Roberts comme première médium de contact pour s'informer. Et Estelle Roberts, c'est tout de même elle qui a fait changer la loi en Angleterre, la loi sur les sorcières. Ah oui, je connais pas. Si, c'était une loi qui Condamnait les gens considérés comme sorciers, et c'est elle qui a donné une séance publique à laquelle assistait la pas reine. public, une séance au Parlement. Au Parlement, faisait toujours faire public, voilà, devant la reine, et qui a entraîné l'abolition de cette loi. Donc c'était une médium, ne pouvait pas tomber sur quelqu'un de plus extraordinaire que ça, quoi. D'accord. Donc on ne brûle plus du tout en Angleterre Non, C'est une bonne chose. Et la recherche en France, vous avez participé à des travaux avec l'Institut métapsychique, par exemple, ou d'autres chercheurs? Oui, à l'Institut Chauvin, on le connaissait bien, hein, Oui. et tous ces gens-là qui gravitaient. Et vous avez des projets maintenant? Mourir tranquillement. Oh, avant, quelques écrits peut-être? Mettre les documents que j'ai en ordre. Faire de l'ordre dans ce qu'on a L'ordre pu dans ce que nous faire. avons. Voilà.
mais réentreprendre quelque chose, enfin, ça reste des sujets passionnants. Mais ça implique de sortir, d'être de nouveau dans On est déjà pas mal trop actifs. Hein. Effectivement, c'est vrai. Oui, on fait beaucoup de choses, on continue à chercher, surtout dans le registre des états de conscience Et modifiés. des publications aussi. Oui, donc, c'est le problème de la conscience. Qu'est-ce qui reste si on part de l'idée du rêve? Qui rêve? Qui regarde le rêve? Puisque moi, je dors. Hein? Alors, on commence déjà avec le corps. Quel est cet autre moi qui regarde le rêve dans lequel je joue? Et pourtant, je dors. C'est passionnant. Ah ben oui, c'est passionnant, bien sûr. Mais ça nous amène à la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Hein? Et quelle est la part de conscience qui reste? Et puis, la conscience est-elle mobile ou pas? Quand on fait beaucoup de méditation, on en fait beaucoup... on travaillait avec tibétains, indiens, etc. Mais quand on fait beaucoup de méditation, on se rend compte qu'à certains moments, la conscience n'est pas là, elle est là, par exemple, sur votre épaule. Vous vous baladez, vous êtes là. Hein? Donc tout ça, ce sont des petites infos qui peuvent vous dire que cet être, ce moi, cet ego qu'on allait faire tout le temps, eh bien, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil en nous qui n'est pas nécessairement lié à la boîte de viande et qui peut se balader et qui donc peut sortir et peut s'en aller et qui porte quoi de nous? Oui. Pas grand-chose peut-être. Ben oui, moi j'étais très surprise quand on a fait les séances de table. Il y a eu notamment un moment donné où le papa de Jean est venu à la table. Et on était bouleversés, et son papa était un ingénieur très artiste, qui peignait magnifiquement, qui dessinait, faisait des aquarelles. Enfin, c'était surtout un ingénieur. Mais un ingénieur qui a fait le barrage de Peine. Bon, c'est dire un type qui... Il était le directeur de la plus grosse boîte d'entreprise de Belgique. Voilà. Donc un type très carré, quoi. mathématicien, voilà, avec toute une dimension artistique en plus. Et alors Jean était tout content, et puis on avait à ce moment-là un problème, on faisait de la recherche avec un autre physicien sur les mouvements. Le type avait fabriqué une espèce de pendule, je ne sais pas quoi, en fil d'araignée, donc pour travailler à faire ça, bonne chance, pour voir si on pouvait influencer un objet très léger sur une suspension qui ne bougeait pas, enfin bref. Et dans une cloche. Et dans une cloche, voilà. Et donc on était tous, c'était l'époque où on s'occupait de ce genre de choses avec des physiciens. Et donc Jean lui pose une question à son père au niveau d'un calcul ou d'une formule ou d'une approche. Et il dit, j'ai aucun souvenir, comme l'air de dire de quoi tu me parles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on s'imaginait que ce gars qui avait passé sa vie à faire des plans, des calculs de terrain, de construire des barrages, du chemin de fer en Afrique et tout, c'était, mais de quoi tu parles, quoi? Oui, j'étais confronté au même problème. Oui. Alors on investit ici un maximum sur des histoires concrètes, matérielles. Mais c'est nécessaire, parce C'est que sinon nécessaire ça ne parce se qu'on fait pas. on est dans l'incarnation. Mais il y a tout un champ, Autre. oui, et qui nous échappe complètement, dans lequel on n'investit rien. De l'autre côté, si ça se trouve, on va être les abrutis. On aura nos valises de psychologues, d'ingénieurs, de tout ce qu'on veut, Vous voulez laisser au vestiaire. Hein. Oui. Mais je pense qu'est-ce qu'il qu'on est fait avec important qu'on le soit ici avec des tout à valises fait. bien pleines. Mais il faut Oui. accepter De lâcher ses qu'on valises. qu'on lâche, Ah oui. Le détachement. qu'on se détache. Le détachement. Voilà. Et c'est pour ça que, pour le moment, il y a pas mal de travail pour moi à reprendre toutes les vieilles histoires, à Les mettre en mettre ordre. les choses en ordre, les publications qui n'ont pas été faites ou qui doivent être faites, etc. Pour que ce soit transmis, que ça continue. Voilà. avancer. Voilà. Et c'est comme ça qu'on collabore à ton interview. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'était vraiment très intéressant. On espère.